Alors voici le complément à ce début de chapitre 8. Alors j'insiste, ce n'est vraiment pas obligatoire de regarder cette vidéo, elle est réservée aux meilleurs. Elle sera utilisée uniquement dans les sujets les plus durs. Si vous avez un doute, si vous n'êtes pas sûr, est-ce que ça me concerne ou pas, vous n'hésitez pas à ne pas la regarder, à travailler le reste du chapitre, et à un moment, si c'est bien tout compris, eh ben, vous pourrez revenir à cette vidéo. Elle n'est pas indispensable pour faire toute la suite. Voilà. Alors, je vais revenir au tout début. Vous voyez, le tout premier titre du 1.1, c'est Tribu de partie de oméga. Et depuis le début, même quand on faisait des probas finis, on parlait de tribus ou d'espaces probabilisables, probabilisés, etc., avec les fameux oméga à ronde P. Et on travaillait là-dessus. Oméga à ronde P, où oméga c'était l'ensemble des résultats observables, à ronde l'ensemble des événements, c'est-à-dire l'ensemble des parties de oméga dont on pouvait calculer la probabilité avec petit p. Alors pourquoi s'enquiquiner avec ça? Parce qu'en fait, on avait vu dans les probas finis que, par exemple, je lance un dé à 6 faces, et ben oméga, c'était tous les résultats possibles, un 6, à ronde, c'était l'ensemble des parties d'oméga, et puis P, la probabilité associée, uniforme si le dé était équilibré ou pas, peu importe. Donc on prenait en fait, oméga c'était l'ensemble des résultats possibles, et puis A rond c'était l'ensemble des parties d'oméga. Et si on était capable de prendre à chaque fois pour A ronde l'ensemble des parties d'oméga, il n'y aurait pas eu besoin de s'enquiquiner à définir ce qu'était une tribu, c'est-à-dire quelle propriété devait vérifier A ronde, vu que je prenais PE de oméga et les propriétés que je veux sur A ronde, c'est-à-dire sur l'ensemble des événements dont je peux calculer la probabilité, et P de oméga vérifie tout ce que j'ai envie d'avoir, donc je ne me serais pas enquiquiné. Voilà. Le problème, c'est quand oméga est infini, ça pose des soucis. Voilà. Alors je vais vous expliquer rapidement un des soucis que ça peut poser. Donc si oméga est infini, et que je regarde A ronde égale P de oméga, que je peux toujours faire quand même si oméga est infini, et si je veux définir sur A ronde, oméga A ronde, une probabilité uniforme. Ça veut dire que, quel que soit deux éléments élémentaires de oméga, eh bien je veux que ils aient la même probabilité, quel que soit l'événement élémentaire. Alors là, je vous rappelle que je suis dans le cas où oméga est infini, c'est-à-dire des petits oméga comme ceci, il y en a une infinité. Donc, j'écris qu'oméga, c'est l'union pour i appartenant à grand I des oméga i, c'est-à-dire que je regarde la liste des événements élémentaires, des petits oméga, que je liste avec un grand I infini. Eh bien, figurez-vous que P de oméga, évidemment, doit valoir 1. La probabilité d'être dans l'univers observable, c'est 1. Mais parmi les propriétés qu'il me faut sur A ronde et sur la probabilité P, eh bien, il me faut que la probabilité de l'union pour I appartenant à grand I des oméga I soit égale à la somme des probas. Voilà, la somme des probas. Alors, maintenant, j'ai dit que je voulais une probabilité uniforme. C'est-à-dire que ça, c'est une constante, quel que soit petit i. Donc ça vaut un certain petit c. Combien peut valoir ce petit c? Eh bien, si c est non nul, alors la somme infinie de petit c, c'est l'infini. Donc cette somme n'existe pas.
Et si C est nul, eh ben la somme vaut 0. Je n'arriverai jamais à faire en sorte que la somme puisse valoir 1. Donc il y a un certain nombre de circonstances où je ne peux pas prendre P de oméga pour arrondir. Donc je dois me limiter à moins de parties de oméga dont je peux calculer la probabilité, donc moins d'événements que P de oméga tout entier. Alors du coup, je prends un arronde, il faut que arronde soit une tribu ou sigma algèbre de parties de oméga, c'est le nom qu'on donne. Donc les propriétés qu'il me faut, c'est celles de la définition. Donc je vous rappelle quand même que arronde, ça, comme c'est un ensemble de parties d'oméga, est inclus dans P de oméga, et il me faut que oméga soit dans arronde, que si A est dans arronde, alors A bar est dans arronde, et si AI, pour n'importe quel grand I, même infini justement, est une famille d'éléments de A, c'est-à-dire appartient à A ronde puissance grand I, c'est-à-dire que tous les AI sont dans la ronde, alors l'union des AI doit être dans A ronde. C'est-à-dire que je veux que A ronde soit stable par l'union, même infinie, que si A est dans A ronde, j'ai le complémentaire, et puis j'ai oméga dans A ronde. C'est bon. Oméga est dans A ronde, donc grâce à ça, l'ensemble vide, oméga bar, est dans A ronde, et je peux faire autant d'unions que je veux. Alors, proposition, l'ensemble vide est dans A ronde, je viens de le dire. L'union de deux éléments sont dans A ronde, l'union infinie c'est dans A ronde, donc l'union de deux éléments c'est dans A ronde. Et en combinant ça et ça, je peux avoir aussi l'intersection de deux éléments, voire même l'intersection infinie, qui sont dans A ronde. Donc conclusion, A ronde me permet de faire des unions, des intersections en restant dans A ronde. Donc je peux calculer les probas sur à peu près tout ce que je veux. Sur A ronde, la définition d'une proba, ça on l'avait déjà vu. Il faut que la probabilité d'oméga soit égale à 1. Et que si AN est une suite d'événements 2 à 2 incompatibles, alors la probabilité de l'union, c'est la somme des probas, y compris avec des unions et donc des sommes infinies. Je ne reparle pas de ce qu'on a dit sur A est négligeable et A est presque sûr, ça c'était dans la première vidéo. Maintenant, je vais parler de la suite. On a une autre définition dont je n'ai pas parlé dans la première vidéo parce que elle est utile que pour la partie plus compliquée. Alors si je prends AN une suite d'événements, je dis que AN est croissant si pour tout n, AN est inclus dans AN plus 1. Ouais. Donc, si je représente grand oméga comme ceci, eh bien AN elle est croissante si, là par exemple j'ai A0, A1, A2, A3, etc. Ils sont imbriqués les uns dans les autres. Ma suite, elle est croissante. D'accord ? Voilà. Alors, on verra des exemples de suites croissantes dans les exemples d'après. Et les décroissantes si, au contraire, A1 est inclus dans A0, A2 dans A1, donc si ça s'imbrique dans l'autre sens. Alors, petite remarque, si AN est croissante, alors l'union pour k allant de 0 à n des AK, c'est AN, effectivement, regardez ici, si je fais A0, union A1, union A2, union A3, et bien ça fait A3, tous les autres sont dedans, et si AN est décroissante, l'intersection des AK pour k allant de 0 à n, c'est AN. Je vais le représenter ici, A0, A1, A2, A3, ça c'est une suite décroissante. L'intersection de A0, A1, A2, A3, c'est A3. Alors, tout le reste, et ça je l'ai dit, la formule des probas totales, des probabilités composées de la formule de Bayes, elle se définit comme dans le cas fini. Donc là, je n'y suis pas trop revenu dans la première vidéo, j'y reviens pas non plus ici. Maintenant, on a
une nouvelle propriété qui s'appelle la propriété de la limite monotone, qui a un rapport avec le théorème de la limite monotone, mais enfin, pas... Voilà, il y a un rapport, hein, mais voilà, mais ça c'est quand même autre chose. Alors si j'ai AN une suite croissante d'événements, donc comme on l'a vu tout à l'heure, alors la suite, alors ça c'est une suite numérique, hein, c'est des nombres, hein, probabilité de AN c'est un nombre, donc ça me définit une suite. La suite des probas des AN convergent, et la probabilité de l'union de tout, donc qui va de 0 à l'infini de AN, c'est la limite, quand n tend vers l'infini, des P de AN. Voilà. Hein. Donc si j'ai A0, A1, A2, A3, etc., hein, eh bien, la probabilité, si AN est une suite croissante, je peux comprendre que la probabilité des AN, c'est croissant. Ouais. J'ai plus de probabilité d'être dans A1 que dans A0, dans A2 que dans A1, etc. Donc la probabilité, la suite des probas, elle est croissante. Elle est bien sûr majorée par 1. Donc c'est une suite croissante et majorée, donc elle converge d'après le théorème de la limite monotone, voilà le rapport. Et puis, si je regarde l'union infinie de tous les AN, à un moment, je vais avoir une espèce d'événement limite. Parce que A0, A1, A2, A3, bon, à un moment, ça va s'accumuler de plus en plus vers ceci. Et bien pour avoir la proba de ça, c'est la limite des probas. Et quand je regarde les événements, ils se rapprochent entre guillemets de plus en plus, ils prennent de plus en plus tout l'espace qui va être là-dedans. Et donc la proba, ça tend vers la probabilité de l'union infinie. Et si AN est décroissante, la proba, elle converge aussi. Alors, la suite des probas, si AN est décroissante, la suite des probas, elle est décroissante, elle est minorée par 0, donc elle converge d'après le TLM. Et la probabilité de l'intersection infinie, c'est la limite des probas. Alors maintenant, le corollaire, que je vais vous expliquer rapidement. Alors, parce que le but de ça, c'est d'être capable de calculer la probabilité d'une union infinie et la probabilité d'une intersection infinie. Donc, si AN est croissante, je sais maintenant calculer la probabilité d'une union infinie, je fais la limite des probas. Si AN est décroissante, je sais calculer la probabilité de l'intersection infinie. Le corollaire me donne le cas général. Si n elle n'est pas croissante, alors on a que la probabilité de l'union infinie, c'est la limite, quand n tend vers l'infini, de la probabilité de l'union pour k entre 0 à n dak. Oui, alors pourquoi ça? Eh bien, figurez-vous que si j'ai AN, une suite d'événements quelconque, eh bien, si je regarde la suite d'événements union pour k de 0 à n dak, eh bien c'est une suite croissante d'événements. C'est assez logique, vu que ça, si je l'appelle Bn, eh bien Bn plus 1, c'est l'union pour k allant de 0 à n plus 1 dak, par définition, que je peux écrire union pour k allant de 0 à n dak, union à n plus 1, le terme en n plus 1, je l'ai juste sorti, et ça c'est Bn. Donc Bn plus 1, c'est Bn union à n plus 1. Donc je me rends compte que Bn plus 1 englobe Bn. Donc c'est Bn union quelque chose d'autre. Donc la suite des Bn, c'est-à-dire cette suite-là, elle est croissante. Et du coup, comme elle est croissante, d'après la propriété de la limite monotone, j'ai que si je regarde l'union pour n allant de 0 à l'infini de l'union pour k allant de 0 à n dak, c'est-à-dire l'union de tous ces bidules-là,
eh bien, la probabilité, c'est la limite, quand n tend vers l'infini, de la probabilité de l'union pour k allant de 0 à n des ak. C'est-à-dire la probabilité de l'union des Bn, c'est la limite de la probabilité de Bn, vu que Bn c'est une suite croissante. Et quand je regarde ce que ça me fait, ceci, ça me fait union pour n allant de 0 à l'infini de l'union pour k allant de 0 à n des ak. Si je développe, ça fait A0, union A0, union A1, union A0, union A1, union A2, union A0, union A1, union A2, union A3, etc., etc., etc. Et bah, en fait, ça me fait tout simplement l'union des AN. Le fait que A0 soit répété plusieurs fois, A1 répété plusieurs fois, etc., bon, je peux le compter qu'une seule fois dans l'union, donc ça me fait ça. Donc j'ai la formule de la probabilité de l'union infinie des AN dans le cas absolument général. Ce qui me permet de passer au 1,3. Comment calculer la probabilité d'une intersection infinie ou la probabilité d'une union infinie? Alors d'abord, une intersection infinie, j'utilise la propriété de la limite monotone. Et la propriété de la limite monotone et son corollaire, donc je vous rappelle que, excusez-moi, la probabilité de l'intersection pour k allant de 0, j'ai mis k ou n, j'ai mis petit i dans le cours, des AI, d'après le corollaire, c'est la limite, quand n tend vers l'infini, de la probabilité de l'intersection pour i allant de 0 à n des AI. Voilà ce que ça me donne. Alors, il y a trois cas. Si les événements sont indépendants, si les AI sont indépendants, eh bien, la probabilité de l'intersection des AI, c'est le produit des probas, parce que les AI sont indépendants. Donc, dans le premier cas, ça me fait limite, quand n tend vers l'infini, du produit pour i allant de 0 à n des P de AI. Donc, j'ai plus qu'à calculer P de AI, à calculer le produit pour i allant de 0 à n des P de AI, et je regarde la limite. Le deuxième cas, si ma suite est décroissante. Là, j'utilise directement la propriété de la limite monotone, qui me dit que ça me fait limite, quand n tend vers l'infini, de P de AN. Ce qui me fait voir qu'il y a une petite faute de frappe dans mon cours. Il s'agit bien de P de AN, et pas P de AI comme c'est écrit. Encore faut-il montrer que ma suite, elle est décroissante. Sinon, on utilise la formule générale, c'est-à-dire celle-ci. Et pour calculer ceci, dans le cas général, c'est-à-dire quand ce n'est pas incompatible, eh ben c'est la probabilité d'une intersection finie, et j'utilise la formule des probas composés. Alors, je vais vous décrire les trois exemples que j'ai donnés. Alors, à chaque exemple, alors je choisis une façon de faire, il y en a d'autres, mais à chaque fois je choisis la façon de faire qui m'intéresse pour vous donner l'exemple. Avant toute chose, avant de passer aux exemples, à quoi ça va me servir? Eh bien, imaginons une expérience aléatoire qui peut prendre des valeurs, un nombre infini de valeurs, par exemple une expérience aléatoire qui peut me donner
1, 2, 3, etc. Mais un nombre aussi grand que je veux, hein, de valeurs. Imaginons que je sois capable de calculer probabilité d'avoir 1, probabilité d'avoir 2, probabilité d'avoir 3. Donc P de AI ou AI, c'est obtenir I à l'issue de l'expérience aléatoire. Je suis capable de calculer ça, et puis je regarde ce que me donne la somme infinie des P de AI, c'est-à-dire la somme de toutes les probabilités. Et imaginons que mon expérience aléatoire est bricolée de telle sorte que cette somme infinie, ça vaut 2 tiers. Je prends ça totalement au pif. Qu'est-ce que ça veut dire? Si ça veut dire qu'il y a 2 chances sur 3 d'obtenir une des valeurs possibles ici. Ouais. C'est-à-dire que mon expérience aléatoire, eh ben, elle peut aussi prendre d'autres valeurs, c'est-à-dire plus l'infini. Ouais. Comment c'est possible? Imaginons que je lance un dé et je regarde la première fois que j'obtiens un 6. Mais que mon dé, il est bricolé de telle sorte qu'à chaque fois que je le lance, il y a de moins en moins de chances d'obtenir 6. Je lance une première fois, imaginons, bah tiens, il y a une chance sur 2 d'obtenir 6. La deuxième fois que je lance, ah bah tiens, c'est une chance sur 8. Je le relance, ah bah tiens, c'est une chance sur 32, etc., etc. Eh bien, peut-être que j'ai une probabilité non nulle, comme ici, de ne jamais obtenir de 6. Donc, en fin de compte, ce que je calcule ici, c'est la probabilité de l'union pour de 1 à l'infini des AI. Et bien, si ça ne me fait pas 1, cette probabilité-là, si ça ne fait pas 1, c'est-à-dire strictement plus petit que 1, ça veut dire que je dois, qu'ici, je n'ai pas considéré tous les événements non négligeables. Il y en a d'autres. Par exemple, un truc que je pourrais appeler A infini. Et ne jamais obtenir de 6. Et bien, cet événement-là, il a une proba non nulle. Et en quoi ça m'enquiquine? Et bien, c'est que si je suis décidé à poser x égale le rang d'obtention de 6 pour la première fois, je ne pourrais pas dire que x de oméga, c'est n étoiles, vu que la somme des p de x égale i, ça vaut 2 tiers, ça ne vaut pas 1. Donc je n'aurai pas ça. Pour avoir x de oméga, il faudrait que je mette n étoile, union plus l'infini par exemple. Ouais. Mais les variables aléatoires réelles, mon x d'oméga, il doit être dans R. Ça doit être que des valeurs. C'est-à-dire qu'avec une telle expérience, je ne peux pas définir de variable aléatoire. X, défini comme ça, existe, mais ce n'est pas une variable aléatoire. D'où, dans certaines questions les plus compliquées, encore une fois, je peux être amené à faire ce genre de calcul, non pas l'immense majorité du temps, c'est pour avoir ceci, et pour dire que x est bien une var. Ouais. C'est bien une variable aléatoire. Autrement dit, l'expérience que je considère, grand X, elle s'arrête presque sûrement à un certain rang, peut-être très grand, mais presque sûrement à un certain rang. C'est-à-dire que c'est bien une var, que je peux faire tout ce que j'ai eu avant. Regardez, premier exemple, on lance une pièce équilibrée indéfiniment, quelle est la probabilité de n'obtenir que des faces? C'est une autre façon de dire quelle est la probabilité d'obtenir pile un jour ou l'autre. Et quand je regarde le résultat, d'obtenir que des faces, la probabilité que j'obtiens, c'est 0. Eh bien, ça veut dire que la probabilité d'obtenir pile à un moment ou à un autre, c'est 1. Donc je peux définir une var qui sera le rang d'apparition du
premier pile. Alors, je vais essayer d'aller un petit peu rapidement, mais n'obtenir que des faces, j'ai appelé ça grand F. Et n'obtenir que des faces, c'est intersection pour i allant de 1 à l'infini dFi, où Fi, c'est obtenir face au ième lancé. N'obtenir que des faces, c'est obtenir face au ième lancé pour tous les lancers de 1 jusqu'à l'infini. Les Fi, obtenir face au ième tirage, sont indépendants, donc je suis dans le premier cas. Donc j'ai plus qu'à calculer la probabilité de l'intersection pour i allant de 1 à n des Fi, qui est égal au produit pour i allant de 1 à n des P de Fi. Ça c'est un demi, donc ça me fait 1 demi puissance n. De regarder la limite quand n tend vers l'infini, c'est 0, et donc P de F égale 0, la probabilité de n'obtenir que des faces, c'est 0. Deuxième exemple. On lance un dé équilibré indéfiniment. Quelle est la probabilité de ne jamais obtenir de 6 ? Vous comprendrez bien que c'est une autre façon de poser la même question que dans le premier exemple, avec des dés plutôt que des faces, mais enfin c'est la même chose. Alors là, je choisis de le faire différemment. AN, ne pas obtenir de 6 lors des n premiers lancers, et A, ne jamais obtenir de 6. Ce qui fait que A, c'est l'intersection pour n allant de 1 à l'infini de AN. Parce que ne jamais obtenir de 6, c'est ne jamais obtenir de 6 lors du premier lancer, ne jamais obtenir de 6 lors des deux premiers lancers, ne jamais obtenir de 6 lors des trois premiers lancers, etc. etc. Or, ne jamais obtenir de 6 lors des n premières lancées, ça c'est AN, ne jamais obtenir de 6 lors des n plus 1 premiers lancés, ça c'est AN plus 1, eh bien, cette suite elle est décroissante. Ce qui veut dire que si je n'ai jamais obtenu de 6 lors des premières lancées, n plus 1 premier lancé, a fortiori, je n'ai jamais obtenu de 6 lors des n premiers lancés. Ce qui fait que AN plus 1 est inclus dans AN. Donc ma suite, elle est décroissante. Ce qui fait que P de A, c'est la limite des P de AN. Je suis directement dans le cadre de la propriété de la limite monotone, vu que ma suite AN est décroissante. J'ai plus qu'à calculer P de AN et ne pas obtenir de 6 lors des n premiers lancés. Eh bien, P de AN, c'est 5 sixièmes puissance n. Pour obtenir de 6 sur un lancé, c'est 5 sixièmes fois 5 sixièmes, etc. Et donc 5 sixièmes puissance n, la limite c'est 0. Donc P de A, c'est 0. Je retrouve, j'ai une probabilité nulle de ne jamais obtenir de 6. Ce qui veut dire que j'obtiendrai forcément un 6 à un moment ou à un autre. Si je veux poser grand X la var qui compte le rang d'apparition du premier 6, je peux être sûr que c'est bien une var, vu que j'obtiendrai 6 forcément à un moment ou à un autre. Dernier exemple. Alors, cet exemple-là, il reprend celui qu'on voit dans le 2-2-2. Dans une urne, une boule blanche et une boule noire, alors que je tire une blanche, on la remet et on rajoute une blanche. Alors vous voyez, c'est typiquement le cas où je modifie l'expérience au fur et à mesure que je la fais. Et au fur et à mesure où je tire une boule, je tire une blanche, je remets la blanche, je remets une blanche. Donc il y a moins de chances après d'obtenir une noire. Si j'obtiens une blanche, je la remets, je remets une blanche. Encore moins de chances d'obtenir une noire. C'est pas totalement invraisemblable que, vu comment je modifie l'énoncé, je puisse avoir une probabilité non nulle de ne jamais obtenir une noire. Alors c'est pas le cas, mais il faut le démontrer. Alors, pour les calculs, je vais les faire rapidement quand même. Donc,
AN, c'est tirer la boule blanche au nème lancer, et A, ne jamais obtenir la boule noire. Donc A, c'est l'intersection pour n allant de 1 à l'infini des AN, puisque pour ne jamais obtenir la boule noire, il faut tirer la blanche au premier lancer, et au deuxième, et au troisième, etc., etc., etc. AN, c'est pas indépendant, vu que je modifie les conditions du tirage. Les AN ne forment pas spécialement une suite décroissante. Donc, il faut que je passe à la formule générale, c'est-à-dire que P de A, c'est la limite, quand n tend vers l'infini, de la probabilité de l'intersection pour i allant de 1 à n d'AI. Et donc, il faut que je calcule ceci. Eh bien, pour calculer ceci, comme c'est pas indépendant, j'utilise la formule des probas composés. La probabilité de l'intersection pour i allant de 1 à n d'AI, c'est P de A1 fois P de A2 sachant A1 fois P de A3 sachant A1 inter A2 fois etc. jusqu'à P de AN sachant A1 inter etc. jusqu'à AN-1. Je reprends le calcul en haut. P de A1, c'est 1 sur 2. Probabilité de tirer la blanche au premier tirage, c'est 1 sur 2. P de A2 sachant 1. Le sachant 1 me dit que j'ai tiré une blanche au premier tirage. Donc j'ai remis une blanche de plus dans l'urne. Donc ici, les conditions de l'urne, c'est 2 blanches, 1 noire. Probabilité de tirer une blanche, 2 sur 3. Ok, etc., etc. Après, ça fait 3 sur 4, fois 4 sur 5, fois etc. Et là, ici, j'ai tiré n-1 blanche avant de faire mon expérience, ce qui fait que dans l'urne, j'ai une blanche, une noire, et les n-1 blanches que j'ai rajoutées. Donc j'ai n plus une boule en tout, dont n blanche, une noire. Probabilité de tirer une blanche, n sur n plus 1. Et tout se simplifie, etc. Là, il y a un n en termes d'avant. Ça me fait 1 sur n plus 1. Qui tend vers 0. Donc j'ai bien que P de A, qui est la limite de ça, eh bien, ça tend vers 0. Youpi, je suis assuré d'avoir la boule noire à un moment ou à un autre. Je vais pouvoir, et c'est ce que je dis au tout début du 2-2-2, si vous regardez tout de suite, le 2-2-2, je dis, on a vu précédemment, c'est là, qu'on tirait presque sûrement la boule noire à un moment ou à un autre, donc X est bien une var. X oméga, c'est bien n étoiles, j'ai bien tous les cas presque sûrs. Je passe à la probabilité d'une réunion, finie ou infinie, enfin pour le cas infini. Là encore, j'ai 3 cas. Si les événements sont incompatibles, alors ça, et je l'ai dit dans la première vidéo, c'est quelque chose qu'on peut voir avec les VAR, donc on se pose souvent moins la question. Si les événements sont incompatibles, alors j'ai ceci, ça fait même partie de la définition de ce que c'est qu'une fonction de proba. Deuxième cas, si la suite d'événements est croissante, alors c'est la limite, quand n tend vers l'infini des P de A à n, et ça c'est la propriété de la limite monotone. Troisième cas, le cas général. Mais du coup, il faut calculer ceci. Et si les AI ne sont pas incompatibles, calculer ceci, et ben haha, si c'est ni incompatible,
ni croissant. Pour calculer ceci, c'est la formule du crible. Et je vous rappelle que la formule du crible, c'est une horreur absolue dans le cas général. Donc, je mets c'est très peu utilisé. Je peux même dire que ce n'est jamais utilisé dans le cas général. Absolument jamais. Je vais essayer d'aller un peu vite. Les exemples, on lance une pièce parfaitement équilibrée. Quelle est la probabilité de faire face à un moment ou à un autre? Faire face à un moment ou à un autre, c'est faire face, j'ai écrit avec N. Au rang 1, ou au rang 2, ou au rang 3, ou etc. etc. D'où l'union. Et comme là, les Fn, alors j'ai mis Fn, obtenir face pour la première fois au nème tirage. Donc je reprends. Faire face à un moment ou à un autre, c'est faire face pour la première fois au premier tirage, ou faire face pour la première fois au deuxième, ou faire face pour la première fois au troisième. En mettant pour la première fois, je me suis arrangé pour que les Fn soient incompatibles. Ce qui fait que la probabilité de F, c'est la somme infinie des P de Fn. Je peux calculer assez facilement P de Fn qui vaut 1 demi puissance n. Alors, comment je m'assure de ceci? Si je veux faire face pour la première fois au nème tirage, il faut que je fasse pile au premier, pile au deuxième, pile au troisième, jusqu'au n-1e, et face au nème. Probabilité de faire pile, c'est 1 demi, 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 et de faire face 1 demi, ça me fait 1 demi puissance n. J'ai plus qu'à calculer cette somme infinie, c'est-à-dire cette série. C'est une série géométrique. Et la série géométrique, ici, ça me fait 1 demi fois, donc premier terme de la somme, fois 1 sur 1 moins raison, ce qui me fait 1. Donc, youpi, tout va bien. Deuxième exemple. On lance un dé parfaitement équilibré indéfiniment. Quelle est la probabilité d'obtenir 6 à un moment ou à un autre? Là, je vais définir les choses un petit peu différemment. Je pourrais faire exactement comme dans le premier exemple et faire le même genre de calcul. Là, je choisis de mettre n à n, obtenir 6 lors des n premiers lancés. Alors, c'est pas très bien écrit. Je me rends compte maintenant. À n, c'est obtenir 6. Obtenir au moins une fois 6 lors des n premiers lancés. Ok? Alors, pour calculer P2 à n, en fait, je passe par AN bar, c'est-à-dire ne pas obtenir de 6 lors des n premiers lancés. P2 à n bar, c'est 5 sixième puissance n. Donc P2 à n, c'est 1 moins 5 sixième puissance n. Et il faut se convaincre que la suite AN, elle est croissante. C'est-à-dire que si j'obtiens un 6, au moins 6 lors des n premiers lancés, a fortiori, j'en obtiens 1 lors des n plus 1 premiers lancés. Donc AN est inclus dans AN plus 1. Et donc la suite, elle est croissante. D'où l'utilisation de la propriété de la limite monotone. J'ai plus qu'à calculer. Donc P2AN, je vous ai dit rapidement comment je faisais. 1 moins 5 sixième puissance n, qui tend vers 1. Donc P2A, ça vaut 1. Évidemment, je n'ai pas mis d'exemple pour le troisième cas qui, encore une fois, est diablement compliqué. Voilà pour cette partie. Voilà. Je crois que de toute façon, c'est un peu comme d'habitude sur les questions les plus compliquées réservées pour les sujets les plus compliqués. C'est en regardant
les annales, quand ça tombe, en regardant ce que ça donne, que on s'habitue à les faire.